Et ce soir, Miloud Chenoufi nous a honoré de sa présence sur le plateau d'El24 News. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous êtes professeur en relations internationales au Collège des Forces canadiennes à Toronto. Vous avez pu suivre avec nous les développements survenus en Syrie en particulier et au Moyen-Orient en général. Ces changements surviennent brusquement après le départ de Bachar el-Assad en Syrie. Tout d'abord, Monsieur Chenoufi, à qui profitent ces changements opérés en Syrie? Eh bien, à un certain nombre d'acteurs qui souhaiteraient intégrer la Syrie comme satellite autour de leur orbite ou dans leur orbite, à commencer par la Turquie. Comme vous le savez, les nouvelles autorités à Damas ont été entraînées, équipées, et même sur le plan idéologique, la réforme, entre parenthèses, du discours des groupes comme Hayat Tahrir Sham peut être retracé à la Turquie parce que c'est un peu la version turque de l'islamisme que nous entendons à l'heure actuelle à Damas, avec une chose en moins, la démocratie et la représentativité. Mais c'est vrai que lorsqu'on entend le discours à propos de l'acceptation des minorités, on voit clairement la marque de la Turquie. Oui. Et donc la Turquie souhaiterait effectivement avoir aujourd'hui de l'influence pour un certain nombre de raisons. La première est une ambition qui date depuis assez longtemps chez le président Erdogan d'avoir de l'influence dans la région, pas uniquement en Syrie, mais également pour écraser, si vous voulez, les groupes armés kurdes qui sont considérés par Ankara comme terroristes. Le deuxième État qui est intéressé, bien entendu, à la Russie, c'est incontestablement Israël. Il y en a d'autres. On l'a vu avec l'annexion du plateau du Golan. Exactement. Donc, alors, l'annexion, ce qui correspond parfaitement à la politique expansionniste d'Israël et le rêve du grand Israël, qui est beaucoup plus grand que la Palestine historique et va beaucoup plus loin que les hauteurs du Golan. Donc on l'a vu avec cette occupation, on l'a vu avec cette prise de photos que Netanyahou est allé prendre sur le territoire syrien, mais nous l'avons vu surtout dans la destruction presque totale de toute l'infrastructure militaire syrienne. Pourquoi? Alors, Israël est bien contente du changement qui s'est produit en Syrie, considère qu'ils ont joué eux-mêmes un rôle qui a permis aux groupes dits rebelles de prendre le pouvoir à Damas, mais en même temps, ce qu'ils souhaiteraient voir, c'est un État divisé, faible, donc pour reprendre la terminologie consacrée en relations internationales, un État en faillite, et surtout un État sans gouvernement central fort. Profitant du chaos, bien entendu. Exactement. Et donc, on va garder un état de faiblesse permanente, de telle sorte qu'il y aura toujours un arbitre externe pour venir assurer un semblant de stabilité en Syrie. C'est le cas déjà en Irak, c'est le cas en Libye, et c'est un peu ce qu'on souhaite en Syrie et ce qu'on souhaite dans l'avenir en Iran, c'est-à-dire partout où s'est exprimé dans le passé un sentiment de sympathie, partout où a été mise en place une politique de soutien à la cause palestinienne. Donc voilà à peu près les intérêts que Israël a à l'heure actuelle en Syrie. Donc peut-on dire que les craintes d'embrasement exprimées auparavant au Moyen-Orient se concrétisent aujourd'hui ? Oui, mais dans un sens très particulier, celui d'un effondrement contrôlé, sous contrôle étranger ou sous contrôle d'États qui sont soit totalement alignés sur la position israélienne dans la région. C'est le cas d'un certain nombre de pays du Golfe, c'est le cas des États-Unis qui, rappelons-le, ont des troupes présentes en Syrie, soit contrôlés par des États qui, sans être des amis,
ne sont pas des ennemis, c'est le cas de la Turquie. Donc c'est à peu près ce scénario-là qui se dessine et c'est une politique qui en fait remonte au moins aux années 90 parce que voyez-vous, les gens qui dominent actuellement à Israël, c'est la droite, l'extrême droite qui s'est opposée au processus de paix des années 90 en proposant une alternative. Et quelle a été l'alternative d'Israël? C'est d'un côté écraser toute résistance palestinienne, étendre l'expansion au territoire palestinien, donc avec annexion éventuellement, prison à ciel ouvert à Gaza et seule politique possible avec les Palestiniens, c'est la brutalité, dont le dernier épisode est le génocide. À l'échelle régionale, et vous allez voir le lien avec la Syrie, la politique a été, dans l'axe Tel Aviv-Washington, de normaliser autant que possible avec des États arabes qui acceptent d'abandonner la question palestinienne et opposer la force et le changement de régime partout ailleurs. Donc c'est dans ce sens-là que ces États-là, récalcitrants, si vous voulez, à accepter la logique des néoconservateurs américains complètement alignés sur la position d'Israël, eh bien, c'est soit la destruction totale, soit une instabilité contrôlée avec, si je peux le répéter, toujours un arbitrage qui vient de l'extérieur. Et c'est le cas partout dans les États qu'on a voulu détruire. Donc vous employez instabilité contrôlée. Oui. Peut-on aussi dire qu'il y a reconfiguration du Moyen-Orient? Et si reconfiguration il y a, pourquoi? Quelles sont les motivations de cette reconfiguration? Eh bien, comme je viens d'essayer de l'expliquer, un pilier important de cette politique d'annexion, de négation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, eh bien, il s'agit de casser toute forme de résistance. Et comme vous le savez, la Syrie, on peut penser ce qu'on veut du système politique qui existait avant, et il est tout à fait critiquable comme tous les systèmes politiques, mais il faisait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Et c'est cet axe de la résistance qui vient d'être brisé, parce que malheureusement, les nouvelles autorités à Damas, pour le moment, appliquent ce que le Conseil national syrien avait dit déjà en 2011 dans une interview de Burhan Ghalion, qui en était le président à l'époque, dans une interview à Wall Street Journal, qui avait dit une fois que la révolution triomphera, eh bien, nous couperons les liens avec l'Iran et le Hezbollah. C'est exactement ce que les autorités actuelles à Damas sont en train de faire. Et en même temps, Burhan Ghalion avait dit que nous allons avoir une attitude plutôt amicale à l'égard de tout le monde dans la région. Et tout le monde dans la région inclut Israël. C'est la raison pour laquelle le leader de Hayat Tahrir al-Sham, qui a été interpellé sur la question des bombardements israéliens, n'a pas trouvé mieux à dire que de faire appel à la communauté internationale, sachant très bien que la communauté internationale n'allait pas sauver les infrastructures militaires syriennes. Et il a ajouté quelque chose de tout à fait troublant du point de vue de la résistance palestinienne. Et ce propos troublant disait que, eh bien, nous ne voulons être les ennemis de personne dans la région. Et ça, c'est un message qui est lancé à Israël, qui essaie de dire que si nous finissons par dominer l'ensemble de la Syrie, ce qui n'est pas encore le cas et c'est pas encore gagné, eh bien, nous ne serons pas vos ennemis. Et vous avez évoqué tout à l'heure, Milad Chenoufi, l'Iran. L'Iran est-elle aujourd'hui dans le collimateur, dans le viseur de l'entité sioniste, et quel rôle a joué dans cette équation ce pays? En fait, Netanyahou cherche un changement de régime en Iran depuis très longtemps. Vous savez, l'objectif avec le changement de régime en Irak au début, ce n'était pas de s'arrêter à l'Irak. Rappelez-vous les informations qui ont filtré, vous savez, les néoconservateurs américains qui avaient conçu cette invasion-là et ce changement de régime, avaient 7 pays qui étaient prévus pour reconfigurer l'ensemble de la région, et l'Iran étant le pays le plus puissant de ces 7 pays est forcément la couronne sur le joyau sur la couronne dans cette série de changements de régime et d'instauration de cette instabilité contrôlée. Et Netanyahou n'a jamais réussi à obtenir des États-Unis une guerre ouverte avec l'Iran, avec comme objectif un changement de régime. Et toutes les provocations
que Netanyahou a fait, que ce soit l'assassinat conjugué avec les Américains du général Soleimani, qu'il s'agisse des attaques contre le consulat iranien à Damas, la destruction des capacités du Hezbollah en Syrie, les cyberattaques contre les installations nucléaires iraniennes. L'assassinat du président iranien, et ça tout récemment aussi. Oui. Alors, et toute cette provocation-là, chercher à ce que l'Iran réagisse de telle manière que les États-Unis ne peuvent pas ne pas réagir et s'engager dans une guerre ouverte qui va finir par changer le régime dans le pays. Ils n'ont jamais réussi à obtenir cela de la part des Américains, les Américains sachant que c'est toute une aventure que d'aller le faire en Iran. Maintenant que Donald Trump a été élu, eh bien, l'espoir à Tel Aviv est encore plus grand aujourd'hui qu'il y ait ce type de changement de régime. Je n'en voudrais pour preuve que les déclarations à répétition de Netanyahou qui s'adressaient directement aux Iraniens en leur disant « le changement va arriver beaucoup plus tôt que ce que vous croyez ». Là, c'est clairement les intentions qui sont affichées d'un changement de régime par la force en Iran. Maintenant, est-ce que cela veut dire qu'ils vont pouvoir convaincre les Américains sous Trump? Ça reste à voir, mais en tout cas, toute l'influence qu'Israël peut avoir à Washington sera consacrée à ce dossier dans les semaines et les mois à venir. Et je vous propose à présent, Miloud Chenoufi, d'évoquer la diplomatie algérienne dans ce contexte inflammable au Moyen-Orient. Alors, jouissant d'un siège de membres non permanents au Conseil de sécurité, l'Algérie, on le sait, et avant même ce poste, a toujours défendu la souveraineté des États. Comment pourrait-elle renforcer ses positions au Conseil de sécurité face aux frappes de l'entité sioniste répétées en Syrie, souvent justifiées par la lutte contre l'Iran? En fait, c'est un rôle qui est très très difficile et très courageux pour ceux qui acceptent de le jouer. L'Algérie aurait très bien pu passer son temps en tant que non permanent du Conseil de sécurité pour traiter bien d'autres dossiers qui relèvent de l'intérêt national de l'Algérie. Mais comme on le sait, l'essentiel de ce temps-là a été consacré à la fois à la question palestinienne pour qu'un terme soit mis au génocide et en faveur du droit à la souveraineté du peuple palestinien. Et en d'autres, et sur la deuxième dimension, c'est de toujours respecter la souveraineté des pays et le principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays. Alors, en fait, tous les acteurs rationnels à l'échelle internationale comprennent la position de l'Algérie parce que nous voyons aujourd'hui quel est le prix de l'ingérence étrangère au Moyen-Orient. Bien entendu, du point de vue israélien, aussi, on le voit absolument, aussi. Ouais. Absolument. Du point de vue israélien ou du point de vue américain, eh bien, le chaos contrôlé qu'il crée au Moyen-Orient est un grand succès. Mais ce n'est pas le cas aux yeux du reste de l'humanité qui voit tous les effets de second ordre de ce chaos-là avec toute la violence qui a déferlé sur le reste du monde. Parce que vous savez, l'instabilité au Moyen-Orient ne respecte pas les frontières. Elle finit toujours par jaillir ailleurs. Et fois après fois, épisode après épisode, on crée de l'instabilité, on fait ensuite face au chaos qui en découle, et on ne veut pas admettre que l'ingérence dans les affaires internes des pays n'est pas nécessairement dans l'intérêt de ceux-là même qui interviennent. Bien sûr, du point de vue israélien, c'est autre chose. Mais même du point de vue américain, les Américains ont beaucoup plus perdu qu'ils n'ont gagné en Irak. Si ce n'est la domination des néoconservateurs dans la politique étrangère américaine, que ce soit les républicains qui sont au pouvoir ou les démocrates, qui continuent dans cette erreur-là. Et vous avez des universitaires américains, je ne citerai que John Mearsheimer, qui ne cessent pas de dire livre après livre, conférence après conférence, que ce qui est dans l'intérêt du grand Israël n'est pas nécessairement dans l'intérêt des États-Unis. Mais les États-Unis continuent sur ce plan-là. C'est pour ça que je dis la voix de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité est une voix qui, non seulement du point de vue moral, tape sur les bons clous, mais du point de vue également pragmatique, du point de vue de l'intérêt national du pays et de tous les États territoriaux souverains, eh bien, c'est la politique à suivre.
Et dans ce registre-là, justement, toujours, comment l'Algérie, selon vous, M. Chenoufi, peut-elle contribuer à contrer ces ingérences dont vous venez de parler, étrangères donc en Syrie, tout en soutenant une solution politique sous l'égide des Nations Unies? Eh bien justement, tout dépend de qui va décider à quoi va ressembler la Syrie. Ouais. La position de principe qui devrait être celle de l'Algérie, si on la base sur les valeurs qui ont toujours été défendues, et que les Syriens décident pour la Syrie. Ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, parce que, voyez-vous, les caisses sont vides à Damas. Et les autorités de Hayat Tahrir al-Sham ne contrôlent pas tout. Vous avez plein d'autres groupes armés sous le parapluie d'un organisme créé par la Turquie qui s'appelle l'Armée nationale syrienne, qui n'a d'armée en fait que le nom. Mais c'est juste un regroupement de groupes armés. Vous avez également la présence militaire kurde, vous avez la présence militaire américaine et vous avez la présence militaire israélienne. En plus, vous avez toutes sortes d'autres pays, les pays du Golfe, qui cherchent aussi à avoir leur mot à dire. Donc, tous les efforts aujourd'hui convergent vers cette idée que ce ne sont pas les Syriens qui doivent décider pour eux-mêmes, que les Syriens appliquent ce que d'autres souhaiteraient faire de la Syrie. C'est l'équation pratiquement impossible à résoudre auquel font face les autorités syriennes. Du côté algérien, la position est de dire il faut que les Syriens décident pour la Syrie. Comment ils peuvent le faire? Eh bien, ils peuvent le faire sous l'égide des Nations Unies. Par contre, par lucidité, je dirais que, en fait, on est bien loin de cela. Ce sont plutôt les rapports de force entre tous ces États-là qui veulent faire de la Syrie un lieu de lutte géopolitique régionale qui va certainement prévaloir. Je vous propose de continuer d'évoquer justement la politique, la diplomatie algérienne dans ce registre, dans ce contexte de reconstruction en Syrie. Quel rôle pourrait jouer l'Algérie au Conseil de sécurité pour encourager la levée des sanctions internationales qui pénalisent directement la population syrienne? D'ailleurs, vous avez évoqué la fragilité économique de ce pays. Oui, effectivement. Vous savez, pendant maintenant plus de 10 ans, pendant une dizaine d'années, ce sont les Américains, avec leurs alliés kurdes en Syrie, qui dominent à la fois les champs pétroliers et de vastes régions agricoles. Ce qui a mis à genoux, en fait, l'économie syrienne, en plus des sanctions. La situation est extrêmement précaire. On a entendu récemment que l'inflation a baissé, que le taux de change de la livre syrienne s'est amélioré. C'est conjoncturel, c'est lié à l'euphorie de la victoire des groupes armés, mais ce n'est pas encore une solution définitive au problème. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que l'ONU est en train de dire aux réfugiés syriens, ne rentrez pas tout de suite, attendez un peu que les choses s'améliorent. Maintenant, c'est vrai que l'Algérie peut dire que les sanctions sont une arme de guerre. Sont une arme de guerre qui font des victimes innocentes. Mais ce serait bien que la levée des sanctions accompagne un processus politique inclusif, qui fait de la Syrie non pas le pion dans un échiquier sur lequel elle n'a absolument aucune emprise, mais plutôt un acteur régional qui intègre ses intérêts aux intérêts de la région. Parce que, voyez-vous, la tentation est très grande, et on la voit chez les Syriens, de dire qu'il existe des intérêts syriens, et ces intérêts syriens ne sont pas nécessairement des intérêts liés à la région, sous-entendu, ne sont pas nécessairement liés aux intérêts des Palestiniens. Mais lorsque vous voyez tous les États occidentaux, vous allez constater que leur politique étrangère est toujours intégrée à un mouvement de bloc, qui est celui de l'Occident. Donc dire que moi je suis syrien, ce qui m'intéresse c'est juste la Syrie, n'a pas beaucoup de sens, si ce n'est de dire ou de signaler à d'autres puissances qui veulent dominer la région qu'ils sont prêts à être dominés. Vous avez évoqué une question intéressante qui est celle de bloc au Conseil de sécurité et qui bloque, sans faire de jeu de mots, toutes les résolutions jusque-là de paix en Palestine et dans toute la région. D'où la nécessité d'une réforme prônée par l'Algérie de ce Conseil aujourd'hui. Oui, alors la question de la réforme du Conseil de sécurité est une question extrêmement complexe. Vous savez pourquoi? Parce que pour qu'il y ait réforme
du Conseil de sécurité, il faut que les membres permanents, c'est-à-dire les États qui disposent du droit de veto, donc qui dominent et qui bénéficient d'un pouvoir démesuré, acceptent cette réforme-là. Et vous comprenez qu'ils ne l'accepteront pas juste parce que c'est injuste qu'il y ait 5 États qui ne sont plus aussi représentatifs aujourd'hui qu'ils ne l'ont été après la Deuxième Guerre mondiale. Cet argument-là ne pèse pas très lourd dans les rapports de force. Alors, quand on me pose cette question, généralement, je réponds en disant ceci. Le Conseil de sécurité va être réformé le jour où des États qui sont à l'extérieur de ce groupe de 5 deviennent suffisamment puissants à l'échelle mondiale pour que rien de significatif ne peut se faire sans leur aval. Eh bien, à ce moment-là, les rapports de force seront tels que les membres permanents du Conseil de sécurité comprendront qu'ils ne peuvent pas faire avancer, même pas leurs intérêts, sans que le club ne soit élargi. Mais comme vous le voyez, fort malheureusement, ce changement ne sera pas le résultat du triomphe du droit, mais le résultat d'un changement dans les rapports de force et de puissance à l'échelle mondiale. Miloš Černoufy, je vous remercie d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci de nous avoir honoré de votre présence. Je vous rappelle que vous êtes professeur en relations internationales au Collège des forces canadiennes à Toronto.